Alors bonsoir chers auditeurs, bonjour chers auditeurs, bon après-midi d'où que vous nous écoutiez. Bienvenue à cette nouvelle session, ce nouvel épisode de votre podcast Ton histoire compte. Alors aujourd'hui nous allons recevoir une autre invitée spéciale de la communauté francophone aux États-Unis et je vais l'appeler tout de suite. Je rappelle que vous pouvez vous aussi participer à cette émission en juste appelant et en réservant un jour où vous pouvez partager votre narrative, votre expérience, votre vécu de votre intégration aux États-Unis. Alors, sans plus tarder, je vais appeler Stéphanie, qui est notre invitée spéciale de ce jour. Oui, allô? Oui, bonsoir Stéphanie, comment allez-vous? Ah, ça va et toi? Alors là, nous sommes là. Ah oui, on peut se tutoyer, bien entendu, on peut se tutoyer. Là, on a commencé déjà notre émission, donc vous pouvez déjà être content d'être l'invité spécial d'aujourd'hui. Oh, merci pour cet honneur. Ah oui. C'est un plaisir de faire connaître notre expérience, notre vécu en tant que communauté subsaharienne aux États-Unis, surtout francophone. On a commencé avec la communauté francophone. Et merci pour votre précieux temps. Je sais combien vous êtes occupé et très certainement sélectionné dans beaucoup de programmes. Ça reste que soit, il faut souvent rendre service aux autres. Hein? Ah oui. Alors, si c'est comme ça, qui est Stéphanie? Si nos auditeurs voudraient apprendre un peu plus à votre sujet ou à ton sujet, puisqu'on peut se tutoyer. Merci. Bon, je suis originaire du Cameroun. Je suis résidente en ce moment dans le Maryland. Mais bon, j'ai traversé quelques États, j'étais assez curieuse. Nous sommes arrivés ici. On a atterri dans l'État de l'Arizona, dans le sud-ouest des États-Unis. Pour ceux qui n'ont pas un cas des États-Unis en tête, c'est proche de la Californie, mais le désert. Oui. Mais avec mes études, j'ai pu aller passé quelques années en Californie, j'ai aussi passé quelques années dans le Midwest et après, je me suis dit pourquoi ne pas m'installer dans la côte Est puisque de toute façon c'est plus proche de l'Afrique, l'océan Atlantique nous séparant. Et voilà, c'est comme ça que j'ai atterri dans cette zone dans laquelle je suis et j'ai la chance que ma mère qui est encore avec nous ainsi que ma sœur, puisque nous sommes une petite famille, elles aussi, elles ont décidé de rejoindre la zone donc notre famille est basée dans le Maryland. Oui. Alors, on sait tous que chacun de nous ici, on a une histoire particulière, unique de notre arrivée aux États-Unis. Quelle est donc l'histoire unique et spéciale de Stéphanie? Comment est-ce que vous êtes arrivé aux États-Unis et quelles ont été les attentes surtout en arrivant? Bon, moi, je ne voulais pas venir aux États-Unis. Vous ne vouliez pas venir? Non. C'est nouveau ça, parce que on sait que c'est le rêve d'une multitude là. Je ne fais pas partie de cette multitude-là. J'ai jamais voulu venir aux États-Unis. En grandissant comme toute adolescente à l'époque, on était un peu exposé au milieu des films américains, la violence qu'on peignait un peu, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai jamais été intéressée par les États-Unis et c'est pour cela que quand j'ai commencé mon secondaire, je me suis un peu appuyée sur l'allemand. J'apprenais la langue, j'étais vraiment devenue j'avais acquis une certaine fluidité linguistique dans cette langue et c'est là, en fait, où je voulais partir. À un moment, non, il faut aller en France. Je dis non, je veux pas aller en France. Tout le monde, c'est comme si tout le Cameroun y était, je veux pas aller en France. Donc, finalement, j'avais décidé l'Allemagne, mes parents étaient un peu... ils ont dit, ok, on va voir. Plus tard, c'était, on va aller au Canada, mais contre toute attente, au moment où je m'y attendais le moins, je me disais, bon, voilà. Ma mère dit que, on va immigrer aux États-Unis. J'ai dit, aux États-Unis, qui va aux États-Unis? Bon, c'est comme ça que nous avons atterri ici, mais je ne suis pas venue ici de mon plein gré. J'avais d'autres... Vous aviez d'autres rêves, quoi. Et là, à t'écouter, on voit que tu avais beaucoup d'options pour décider de quel pays, ou bien de quel pays occidental où aller
pour un avenir meilleur et autres. Est-ce que tu as eu cette impression avec les autres jeunes de ta génération avec lesquels vous êtes allés à l'école, vous avez fréquenté ou que tu as côtoyé? Est-ce qu'ils avaient une si grande flexibilité, en fait, de choisir, de décider où aller quand on parle de sortir du pays, du Cameroun? Bon, en fait, il faut dire que moi, je ne voulais pas sortir du Cameroun. C'est les circonstances familiales qui m'ont poussé à suivre un peu ma mère. Oui. Mais j'ai été étudiante au lycée Jossa Douala et j'ai eu la chance d'avoir parmi mes camarades de classe des enfants qui venaient de familles assez fortunées, pas fortunées dans le genre super, super riche, mais qui venaient de ce qu'on appelle en équivalent américain la classe moyenne, et pas la petite classe moyenne. La classe moyenne qui est au-dessus. J'avais des camarades qui passaient toutes leurs vacances en France, en Allemagne, au Canada, des gens qui voyageaient tout le temps. Et qui revenaient avec des habits, des parfums, des habits, des chocolats parfois, qui faisaient un peu rêver de l'Europe, quoi. Oui, j'avais de la famille qui m'envoyait des choses, des petits biscuits, des petits produits de beauté, tout ça là. Ouais. Ça n'a jamais été mon rêve de sortir. C'est que c'est les circonstances. Quand je suis arrivée en Afrique de l'Ouest, je suis passée par la Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé Abidjan, j'ai dit, non, mais c'est beau de sortir, quoi, en fait. Oui, mais là, toujours mal. Oui, mais là tu soulèves un point assez intéressant. Est-ce que selon ton avis, ta compréhension, la plupart des jeunes n'aimeraient pas sortir, mais ils sont un peu contraints par les circonstances, peut-être pas familiales, peut-être d'autres circonstances, qui les amènent à rêver de quitter pas seulement le Cameroun, l'Afrique, parce qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui leur dit peut-être mon avenir serait mieux ailleurs. Bon, il faut reconnaître que je ne vais pas pouvoir, je vais pas me faire passer pour la porte-parole de tous ces jeunes. Non, bien entendu. On est dans un podcast, donc c'est vraiment un partage d'opinion. C'est notre narratif, c'est notre vécu. C'est ce qui est vrai et qui a été vrai uniquement pour nous et pour les gens que nous avons côtoyés, parce qu'on a côtoyé des gens avec des histoires vraies dont on peut attester leur vécu, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, dans mon cas, j'avais vraiment pas beaucoup de camarades qui voulaient sortir. Par contre, ils voulaient garder cette mobilité. Ils voulaient être capables de sortir, voyager, visiter le monde, mais tout le monde, plus ou moins, aspirait à rester au Cameroun. C'est plus on approchait des années bac que l'on s'est dit, OK, bon, l'université, est-ce qu'on aura des opportunités d'emploi et tout avec l'environnement sociopolitique dans lequel on baignait. On a commencé plus ou moins à changer d'avis. Mais sinon, en grandissant, on était à l'aise. Les gens avaient des chauffeurs, les gens avaient des ménagères qui m'ont abandonné ce genre de vie. Oui, là, je peux parfaitement comprendre, quoi, que le niveau, je comprends d'après ce que tu dis que le niveau de statut social en Afrique influence grandement le désir même de quitter le continent, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ceux qui sont de familles fortunées ou de classe moyenne supérieure auront moins l'envie de sortir définitivement que ceux qui n'ont pas une visibilité, quoi, sur leur avenir. Je parle aussi des expériences que j'ai eues dans mon cas. Oui, c'est exactement ce que moi j'ai eu, parce que quand tu étudies à l'étranger, tu obtiens ce parchemin qui vient de l'extérieur, il ouvre les portes, ainsi que le travail que les parents, la famille a déjà plus ou moins accompli en ton nom. Donc tu peux trouver un poste, tu peux vraiment t'établir et jouir de tous ces avantages dans lesquels tu as grandi quand tu viens d'un certain milieu. Par contre, quand tu viens des classes un peu plus, qui sont un peu plus difficilement... qui sont un peu plus dans la précarité, quoi, dans les difficultés financières, sociales et matérielles, oui. Oui, exactement ça. C'est une autre perspective qu'il faut donner à cette équation-là. Oui. Je m'excuse, mon français, souvent, c'est... Non, je crois qu'on se comprend. On se comprend tous. Alors, ça, c'est très impressionnant. Alors, on retient seulement juste en introduction comme ça que le contexte de se déplacer, ce n'est pas toujours un rêve pour tout le monde. D'aller en Occident ou de venir aux États-Unis, ça dépend fortement des situations, des contextes économiques et socio-culturels. Alors comme ça, vous arrivez, juste une petite comparaison, vous avez fait l'Afrique de l'Ouest, si je me rappelle bien, ensuite vous arrivez aux États-Unis, vous êtes à la côte Ouest, ensuite vous venez à la côte Est. Quand vous faites une comparaison
de la vie que vous avez vécue dans ces différents milieux. Lesquels préférez-vous et surtout pourquoi? C'est-à-dire que si quelqu'un devait quitter le Cameroun aujourd'hui et venir aux États-Unis, lui recommanderez-vous la côte de l'Ouest, la côte de l'Est ou d'autres parties du pays? Bon, aujourd'hui, il faut reconnaître que le coût de vie est presque le même parce que j'ai des amis qui sont toujours établis dans la côte ouest. Mais si on met tout dans une certaine équation, moi, j'aurais dit à la personne, OK, il faut essayer un peu les États où le niveau de vie est assez bas, comme l'État du Michigan, dans lequel je suis passée. Bon, c'est vrai qu'il fait très froid, c'est à côté du Canada. Oui. Mais par exemple, l'Arizona aussi, c'est vrai, il fait très chaud, on ne peut pas tout avoir. Mais le niveau de vie est assez bas comparé aux côtes. Parce que même quand on est sur la côte ouest, la Californie, qui est juste à côté de l'Arizona, est très chère. Oui. Mais si c'est pour la communauté, un sens où on veut se sentir un peu dans le milieu africain, bon, la côte est, il va de soi à New York, l'État du Maryland, mais quand on va en Géorgie, il y a beaucoup d'Africains sur la côte est. Mais moi, j'aurais dit à la personne, si tu veux essayer d'éviter un peu, avoir un sentiment de changement, oui. il faut aller dans des États où la population africaine n'est pas très concentrée, oui. pour avoir ce sentiment de changement, pour pouvoir établir un certain chemin, et plus tard voir où on veut s'établir, si c'est dans un milieu où il y a beaucoup d'Africains ou pas. C'est ce que je voudrais donner comme conseil, parce que chaque point est différent, avec ses avantages et aussi des problèmes qui y sont attachés. Oui, oui. Alors là, vous avez mentionné le cas de changer et de rencontrer des communautés pas africaines pour mieux s'intégrer. Si tu devais comparer la différence entre quelqu'un qui choisit de rester seulement avec les communautés africaines et une personne qui se frotte avec les personnes d'autres communautés, quelle est la différence par rapport aux opportunités de succès et de réussite? Bon, personnellement, je me dis que les deux ont des avantages et des inconvénients, mais pour les opportunités de réussite, moi je dis va de soi, il faut se côtoyer à d'autres. Les États-Unis, c'est un pays où plusieurs races, ethnicités, tout ce monde-là se mélange. On ne peut pas rester vivre comme si on était dans un silo. Il faut vraiment côtoyer les autres, tout en sachant ce qu'on veut apprendre des autres et ce qu'on veut donner aux autres. Parce qu'en fait, c'est un échange. Oui. Quand on côtoie les autres communautés, il faut savoir qu'on va aussi donner. C'est pas simplement du recevoir. Malheureusement, certaines personnes ont tendance à vivre dans cette éthique, oh, recevoir, je ne fais que recevoir, mais on ne donne rien. Et là, ça peut créer un peu un sentiment de frustration, et ça peut même donner des frictions qui n'ont pas besoin d'être là. Alors, comme on est dans un podcast, la suite, c'est justement de dire si vous avez un cas particulier qui vous a marqué quand vous êtes arrivé aux États-Unis pendant votre intégration, un cas comme ça où vous avez soit subi des personnes qui prenaient uniquement, ou peut-être dans l'ignorance, peut-être c'est vous qui preniez sans vous en rendre compte, et puis un jour, vous vous rendez juste compte qu'il y a des chuchotements un peu partout là, dans la communauté. Bon, je vais te donner mon exemple. Moi, par exemple, quand je suis arrivée ici avec ma famille, nous avons atterri en Arizona et à l'époque, la population à peau noire, je ne parle pas de nos frères afro-américains ou caraïbiens, la population à peau noire dans l'Arizona, c'était 3%. Et c'est un vaste état. Oui. Donc, ce qui faisait que quand tu prends le bus, tu vois une personne à peau noire, tu avais l'impression que tu avais gagné la loterie. Oh là donc, quand j'ai quitté l'Arizona et je suis allée en Californie, j'ai eu un choc culturel parce que je suis allée en Californie, mais en Californie du Nord à San Francisco. Oui. Et je me suis retrouvée en Asie. J'ai dit, waouh, il y avait autant d'Asiatiques dans ce coin. Donc, ça m'a fait un petit choc parce que je suis quittée dans un état où il y avait beaucoup plus de Blancs et de Latinos. Et maintenant, je me retrouve dans une communauté asiatique avec beaucoup d'Asiatiques, Philippins, Chinois, Japonais. C'était vraiment un méli-mélo, quoi. Donc, ça m'a fait un choc, mais je me suis adaptée. Et l'autre point, c'est que quand j'ai quitté la Californie, je suis allée à Detroit, dans le Michigan. Je me suis dit que j'étais comme au Cameroun, il n'y avait que des Noirs tout autour. Donc ça aussi, ça m'a fait un peu... Je me dis, mais en fait, il y a des petits... Selon les écosystèmes dans lesquels on est, on peut naviguer juste dans une certaine communauté ethnique ou raciale, ou bien on peut se forcer à sortir de là pour avoir des opportunités. Moi, ça m'a permis de me lancer dans le bénévolat. Si aujourd'hui, j'aime le bénévolat, c'est justement parce que je voulais en apprendre des autres communautés. J'ai commencé en Californie par le bénévolat simple. Et c'était virtuel à l'époque. Après, c'est devenu, en personne et en présentiel, comme on dit. Et après, j'ai continué toute ma vie
si j'ai développé cet amour du bénévolat aujourd'hui, c'est grâce justement à mon désir de vouloir en apprendre sur les autres communautés qui m'entourent. Oui, alors là, justement, on continue parce que il est question peut-être d'aider ceux qui nous écoutent à comprendre. Quand vous êtes arrivé aux États-Unis, quel a été votre parcours d'insertion sur le plan professionnel? Est-ce que vous avez dû retourner à l'école? Justement, est-ce que le bénévolat a contribué à faciliter votre insertion dans la recherche de l'emploi et les facilités d'insertion professionnelle? Comment est-ce que cela s'est passé? Bon, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'avais déjà 2 années j'avais déjà accompli 2 d'année universitaire, quoi. Ouais. Que de parler à pas traduit. Mais oui, dans ces 2 années, elles n'ont pas été toutes validées. Toutes mes unités de valeur n'ont pas été validées quand on a fait le transfert parce que j'avais pas officiellement la licence. Oui. Donc, j'ai un peu dû reprendre un peu comme au niveau bac, ce qui m'a encore énervé parce qu'en fait, je voulais même pas venir ici. Donc, je peux imaginer. Ouais, j'étais vraiment en colère. Ah oui, oui. Il y a beaucoup de cas comme ça où on arrive à un certain âge, surtout reprendre les études, c'est comme une punition, quoi. Ouais, c'était un peu énervant d'être dans la même classe qu'avec les nouveaux bacheliers là. Mais bon, par la suite, je me suis accrochée un peu en me disant, OK, il y a une chose qui est assez bonne aux États-Unis, c'est qu'on peut se réinventer sur le plan des filières. Oui. Donc, j'ai carrément changé. Je faisais la sociologie. Bon, j'ai dit, OK, je vais faire les relations internationales. Et j'ai commencé à changer. J'ai fait les relations internationales. Plus tard, quand j'ai voulu avoir un master, j'ai dit, mais je suis pas obligée de faire relations internationales. On m'a dit, non, t'es pas obligé, tu peux toujours choisir. Donc, j'ai un peu des diplômes qui ne sont pas linéaires. C'est pas la même filière. Effectivement. J'ai pu acquérir des connaissances dans plusieurs filières, ce qui fait de moi une personne un peu polyvalente. Oui. Et ça m'a aidé parce que quand je faisais aussi ces études supérieures-là, je faisais le bénévolat et j'ai acquis beaucoup de connaissances. Il y a par exemple des choses que aujourd'hui, si par exemple, je donne un truc vraiment basique, aujourd'hui c'est pour les jeunes, ça vient naturellement. Mais à l'époque, par exemple, essayer de faire les dépliants, tout ça là, la promotion, marketing basic là, tout ça là, j'ai appris ça dans le bénévolat, parler aux gens, essayer un peu de faire la communication publique là, en anglais, ne pas se sentir un peu intimidé. C'est dans le bénévolat parce qu'on me donnait cette opportunité de parler au nom de l'organisation. Donc il y a des connaissances qu'on peut acquérir dans le bénévolat et juste pour parler, si quelqu'un veut faire une demande d'emploi ici à travers, pour ceux qui ont déjà obtenu la citoyenneté bien sûr, ils veulent travailler dans le service fédéral, ce qu'on appelle le gouvernement fédéral, oui. Le gouvernement fédéral prend en compte l'expérience acquise dans le bénévolat. Effectivement. Donc, c'est pris en compte. Donc, c'est certaines personnes qui négligent cela, mais c'est très important parce qu'en fait, ces expériences acquises là tout au long, quand on les cumule, elles font de vous une meilleure personne, un meilleur professionnel. Oui, c'est ce que les Américains appellent life experience, c'est-à-dire les compétences que vous avez apprises dans la vie et qui sont transférables dans le domaine de la compétence technique dans un secteur, dans un autre domaine. Je pense qu'on aura certainement l'occasion de parler de tous ces aspects quand on va parler des volets, comment trouver un emploi, comment faire un résumé, parce que beaucoup ne savent pas comment écrire le narratif de leur expérience, même de bénévolat. Et justement, on en vient à votre expérience parce que je sais que vous êtes aussi une femme entrepreneuse ici. Comment est-ce que votre expérience en tant que femme entrepreneuse ici aux États-Unis est en train de contribuer à votre succès et à votre intégration? Et dans quel secteur d'entrepreneuriat particulièrement est-ce que tu es en train d'exercer? Bon, en fait, il faut souligner que je suis tombée dans l'entrepreneuriat juste encore à travers le bénévolat. Ah, tu vois, c'est dit que finalement, on doit faire même une session sur comment être bénévole aux États-Unis, là, parce que la façon avec laquelle tu mets l'emphase sur ce côté, je voudrais rappeler aux auditeurs que c'est aussi l'équivalent on dit souvent volontariat, bénévolat, c'est souvent, ça s'interchange. Oui, allez-y. Donc, pour mon expérience est vraiment simple, c'est que je travaillais comme coach académique et j'ai vu un peu les difficultés que les parents, surtout africains, avaient pour comprendre le système éducatif africain. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible, il y a tellement d'informations disponibles, mais j'ai réalisé la barrière linguistique et surtout les Africains quand on vient ici, surtout les premières années, on n'a vraiment pas le temps, on veut juste avoir un gain qui est assez stable. Donc j'ai écrit un livre dans lequel je donnais un peu
de directives. Tu peux donner le titre de ton livre, hein, et comment est-ce que les auditeurs peuvent se l'approprier. On est là pour le partage vraiment, donc sens-toi libre. Le livre, c'est The Immigrant Guide to the American Educational System from High School to College. Et je l'ai écrit, il a été publié en 2017 et oui. Il est toujours sur Amazon. Bon, là, quand j'ai écrit ce livre, j'ai dû faire un peu des petites présentations. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'entrepreneuriat à parler un peu de ces expériences-là. Mais, entre-temps, j'aidais toujours les communautés africaines, plus ou moins certains groupes. Le côté administratif, comment on appelle ça, de fortes compétences administratives. Oui. Je suis le genre, quand je viens, je regarde un peu une organisation et tout. Je sais comment mettre un peu organiser les choses, surtout comment le travail doit se dérouler. Donc ça, c'est les compétences que j'ai. Et j'ai par ce fait travaillé avec certaines organisations. Et plus tard, nous avons été sous Covid, comme tout le monde dans le monde, et il y a eu une certaine entrevue dans le Montgomery County dans lequel je vis, la police. Il y a eu réforme de la police, le système de police et tout. Et je me suis retrouvée dans un groupe où on demandait aux francophones de s'exprimer sur leurs expériences avec la police locale. Wow. Et à la fin de cet entretien-là, nous nous sommes rendus compte que tout était fini, que nous disposons des informations que nous n'utilisons pas. Oui. Et on s'est dit, pourquoi ne pas former une structure dans laquelle nous allons apporter ces idées-là et partager ça avec la communauté, particulièrement la communauté francophone. Donc, c'est ce qu'on a fait. Nous avons formé Francophone Africans Alliance, qui est juste une ONG dans laquelle nous partageons vraiment les communications, les informations pertinentes à la vie des immigrants, comment s'orienter, s'installer et surtout comment évoluer, parce qu'il faut avoir cette mobilité sociale. Donc c'est ce que nous faisons et je me suis retrouvée à la tête, c'est-à-dire la directrice exécutive pour le début. C'était en 2021, je suis encore dans ce poste-là pour quelques, comme on dit, suivant les textes. Toujours la bosse. C'est ça. Oui. Il ne faut pas dire que c'est la bosse. Nous travaillons en équipe. Nous sommes 4 membres fondateurs. Nous travaillons, mais c'est moi comme les devants. Si ça rate, c'est moi. On ne peut pas fuir ses responsabilités. Les autres, je suis le bouclier en fait. Les autres sont derrière. Donc si ça rate, c'est moi que ça prend. Oui. Alors vous voyez là, c'est assez c'est intéressant. C'est-à-dire parti de ne pas vouloir venir en Amérique à être en Amérique, à être leader d'une association qui aide ceux qui arrivent à réussir. C'est assez impressionnant, n'est-ce pas? Comme vous avez pu bâtir votre résilience et être maintenant un leader. Si vous deviez donner des conseils à une personne qui est en train de venir aux États-Unis ou qui est présente et qui a un peu cette crainte, cette peur de faire des activités pour changer les vies des autres ou bien pour impacter, qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là? Je vais dire à cette personne, il faut vraiment suivre son rêve, si c'est son rêve. Et à la différence de mon expérience, il y a tellement de ressources ici. Il y a des coachings et tous ces services sont donnés gratuitement. Donc, les gens, tant qu'on a l'information, on n'a pas besoin de payer. Il y a de nombreuses organisations non gouvernementales dont leur but est justement de soutenir ces entrepreneurs émergents, de pouvoir un peu travailler sur leurs compétences, de les aider à atteindre vraiment le sommet de la pyramide. Donc, je vais leur dire, écoutez, il faut avoir un plan parce que une chose est certaine, toute entreprise doit avoir une étude de faisabilité. Qu'elle soit comment on appelle ça, une organisation non gouvernementale ou pas, il faut avoir une étude de faisabilité, voir ses compétences, mais surtout voir comment ne pas abandonner sa famille dans le processus. Parce qu'il y a des moments où on se rend compte qu'on est tellement plongé dans ces activités externes que la famille paye un coût. Et le coût peut être très cher. Et ce coût commence par soi-même parce qu'on est surmené. Parce que le dehors demande telle chose, la famille demande telle chose, et on est là, on se sent un peu comme pris entre le marteau et l'enclume, et on est surmené. Donc il faut faire très attention. Mais je dis, allez-y, il y a de nombreuses opportunités. Ne payez pas des services suivant ce qu'on vous dit. Non, essayez de vous renseigner parce qu'il y a toujours des organisations non gouvernementales, où que vous soyez, qu'elles soient virtuelles ou pas, qui vont vous aider à vraiment accomplir ce rêve-là et être sûr que vous avez pu impacter une ou deux personnes au cours de votre vie, quoi.
Oui, oui, oui. Alors, je voudrais un peu juste revenir sur le coup que la famille prend lorsqu'on est dans la course effrénée pour une vie ou une stabilité aux États-Unis. Est-ce que vous avez des exemples un peu très, très pratiques de personnes qui aujourd'hui sont en train de traverser des crises ou des situations compliquées ou même des cas des cas palpables, quoi. Je crois dans l'un des podcasts, j'ai eu le cas d'une dame aussi qui vient de Centrafrique euh, mais là c'était le cas positif. Ils ont dû carrément faire le compromis de la femme qui ne travaillait pas jusqu'à ce que les enfants aient un certain âge. Mais ce n'est pas tous les couples, les personnes mariées qui acceptent, qui arrivent à trouver ce compromis. Et parfois les enfants se retrouvent abandonnés à eux-mêmes. Il y a des problèmes de santé mentale, des cas de choc familiaux. Donc ça, c'est des exemples qu'on a vécu, qu'on a rencontrés, qu'on a écoutés. Est-ce que vous avez un exemple comme ça dans votre cas et surtout comment faire pour éviter une telle situation? Bon, une chose, c'est que j'ai travaillé beaucoup avec les jeunes et je vais prendre des exemples qui sont où il y a, le premier cas, c'est il y a beaucoup d'enfants qui sont soit nés ici, ont grandi ici, mais à un moment, les parents les renvoient au pays, quelles que soient pour les circonstances. Et le parent dit, OK, bon, j'ai ma famille au pays, mon enfant, je vais m'assurer que le matériel est bien là-bas, on est là, on bosse. Mais parfois, quand on fait revenir ces enfants ici, il y a des enfants qui ont développé de la rancune envers leurs parents. Wow. Parce qu'ils se sentent abandonnés. Et surtout si le parent a le bonheur ou le malheur d'avoir d'autres enfants avec lesquels ils sont restés ici. Oh. Ceux qui ont été envoyés au pays, oh ils là là ont là de la haine. Parfois, comme si on leur a privé du bonheur de vivre en Amérique, quoi. On les a sacrifiés Oh pour là le là. matériel. Oh là là. Parce qu'en fait, le parent a vraiment atteint un certain niveau de confort. Oui. Il fait faire revenir l'enfant ici. Oui. Donc, il y a des familles où l'enfant qui a été envoyé en Afrique et après on le ramène aux États-Unis, Oui. n'a aucun respect pour ses parents, a de la rancune envers ses parents et parfois certains ont même été abusés en Afrique, mais ils n'ont pas le courage de le dire à leurs parents parce qu'ils avaient peur. Oui. Voilà, donc il y a ça. Donc je dis qu'avant d'envoyer l'enfant en Afrique, quelles que soient les circonstances, parce que chacun a une existence unique, il faut faire attention pour que ça ne se retourne pas contre soi-même. La deuxième chose que j'aimerais préciser, toujours dans le cas des jeunes, c'est qu'il y a des parents qui travaillent tellement de longues heures et comme on dit à partir de 12 ans, l'enfant peut rester seul à la maison. Oui. Il y a des enfants qui s'engagent dans des activités qui mènent à la destruction presque de la famille. Oui. Il y en a qui se livrent à la débauche. Oui. Il y en a qui s'abandonnent dans la promiscuité. D'autres sont là dans des trafics bizarres. Et certains finissent même en prison. Oui. Les parents n'en parlent pas. Parce qu'on a honte. On a un certain statut social, on conduit certaines voitures, on habite dans certains milieux. Donc, avoir un enfant en prison ou bien qui prend de la drogue. Donc, tout ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que on est tous tiraillés de part et d'autre. Mais n'oubliez pas ces enfants. Parce que si vous laissez, comment on dit, si vous ne jouez pas votre rôle comme il se doit, quelqu'un d'autre va s'infiltrer dans cet espace que vous laissez là. Et ça peut être vraiment dévastateur pour tout le monde, quoi. Oui, oui. Et pour appuyer le cas des enfants qui se livrent à des activités généralement de délinquance à l'insu des parents, pas plus tard que récemment, j'ai entendu parler d'une famille. En fait, les parents n'en ont entendu parler que lorsque la police s'est présentée devant leur maison. Et quand on leur a donné le narratif de ce que l'enfant a fait, ils ont dit ce n'est pas possible, vous êtes en train de mentir. Exactement. Et malgré toutes les preuves qu'on a apportées, et jusqu'aujourd'hui, en fait, l'enfant s'est retrouvé en prison. Et jusqu'aujourd'hui, les parents sont dans le déni. Et parce que le caractère de l'enfant à la maison est... Vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez? Effectivement, parce que l'enfant avait été laissé à lui-même et dans cette poursuite effrénée, il y a eu cette perte de vue, de visibilité sur ce que l'enfant fait. Et quand ils ont même les preuves des vidéos, des photos, des témoignages, ils n'en reviennent pas parce qu'ils se disent
qu'est-ce qui se passe? Oh, merci beaucoup, Stéphanie. Ce qui est assez pertinent avec ce que nous faisons avec ce podcast, c'est vraiment d'aider ceux qui sont ici et qui se disent qu'ils traversent leur histoire de manière isolée et seuls, de savoir qu'ils ne le sont pas. Il y en a d'autres qui ont traversé ces histoires. Certains ont réussi à les surmonter, certains pas. Et on veut leur donner l'opportunité de pouvoir parler de cette expérience, peut-être pour aider les autres à apprendre des leçons, mais aussi pour faire du référencement. On peut avoir quelqu'un dans la communauté qui a la compétence professionnelle ou bien un réseau de compétences qui peut apporter une expertise. Et on voudrait aussi que nos frères, nos sœurs, nos amis qui sont restés en Afrique et qui ont l'image hollywoodienne, et je le redis dans chaque podcast, qui ont l'image hollywoodienne de l'Amérique, nous voulons les aider à avoir vraiment le vécu des personnes vivant dans l'Amérique, le narratif. Et ce que tu as dit est tellement pertinent que j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent, s'ils aimeraient partager leur version de ce narratif, à vraiment nous contacter. Alors, merci beaucoup. Là, on est à plus de 30 minutes. Tellement ce que Stéphanie avait à dire était tellement riche, tellement important. Je peux te rassurer que... mon anglais trébuchait tout le temps sur le français. Non, c'était excellent. Merci beaucoup pour ce temps. On peut aller... dans d'autres détails, mais certainement tu reviendras quand on aura des thèmes un peu plus spécifiques. Par exemple, comment utiliser le volontariat dans la rédaction de son résumé. Je pense qu'on fera pas seulement un podcast, mais on aura l'occasion de pouvoir même organiser des sessions avec des personnes pour les aider à travailler ce narratif-là. Parce que c'est ce qui est généralement ce qui est négligé. Merci beaucoup encore d'avoir été notre invité à ce podcast. Ton histoire compte. C'était un plaisir. Et surtout, n'oublie pas de nous envoyer 1-2 personnes. Mais ton histoire est poignante. Ça peut aider quelqu'un. Ça peut aider une famille. Ça peut aider un jeune. Ça peut aider un enfant. Ça peut aider quelqu'un qui est en train de venir en Amérique et qui a besoin d'avoir la version de ceux qui sont sur le terrain, comme on dit souvent. Bien sûr. Ok, très bonne soirée à toi et à la prochaine probablement. Ok, merci. Bye. Ok, bye bye. Alors, très chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cette version très riche du narratif de la vie africaine aux États-Unis par Stéphanie. Et je rappelle que vous pouvez nous contacter à tout moment, laisser un message si vous voulez participer à ce podcast pour vraiment édifier ceux qui sont autour de nous dans ce pays comme ailleurs, qui viennent de découvrir le vécu de ce que nous traversons ici aux États-Unis. Alors à la prochaine dans un autre épisode de podcast, Ton histoire compte. Ciao, bye bye.